Il me semble que faire le bon choix affectif est l'une des questions les plus importantes en amour. Cela dure très peu de temps. Ça peut durer de quelques secondes à quelques années, voire 3 ans, mais c'est la chose la plus importante dans une relation. Parce que si c'est mal fait, comme l'a dit Don Quichotte, qui ne réussit pas le mariage ne réussit rien. En d'autres termes, si on se trompe, on sera complètement malheureux si on se trompe dans notre choix affectif. Et en principe, cela arrive une fois dans une vie. Oui, c'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. C'est un sujet très sérieux parce qu'il peut déterminer votre épanouissement ou vos déboires dans la vie. Alors pour le traiter, j'ai pris directement à tâche avec la psychiatre espagnole de renommée internationale mais très peu connue dans la francophonie. Il s'agit de la docteure ou doctoresse Marianne Rojas Estapé. Donc c'est une exclusivité fédéralité de la communauté que je vous propose aujourd'hui. C'est une conférence pleine de valeurs et qui va sincèrement vous édifier sur beaucoup d'aspects lorsque vous aurez à choisir un conjoint ou lorsque vous voudrez simplement comprendre si vous avez fait un bon ou un mauvais choix, pourquoi vous avez échoué par le passé et pourquoi ou comment vous pouvez réussir à l'avenir. Si le travail que je fais vous apporte quelque chose dans votre vie, je vous demande juste une seule chose, n'est-ce pas? C'est me gratifier d'un pouce ou d'un commentaire. Cela ne vous coûte rien, mais moi, ça m'aide beaucoup. Il me semble que faire le bon choix affectif est l'une des questions les plus importantes en amour. Cela dure très peu de temps. Ça peut durer de quelques secondes à quelques années, voire 3 ans, mais c'est la chose la plus importante dans une relation. Parce que si c'est mal fait, comme l'a dit Don Quichotte, qui ne réussit pas le mariage ne réussit rien. En d'autres termes, si on se trompe, on sera complètement malheureux si on se trompe dans notre choix affectif. Et en principe, cela arrive une fois dans une vie. Par conséquent, lorsqu'une personne dit qu'elle s'est mariée 4 fois, il est clair que, même avec la routine, elle n'a pas été en s'améliorant dans son choix. Alors, qu'en est-il de la question du choix affectif? La première étape, la première chose qui se produit est qu'il y a un sentiment, une étincelle, un coup de cœur, une révélation. On est aveuglé, vous êtes choqué. Il y a une attirance, plutôt physique chez les hommes, psychologique chez les femmes. On découvre quelque chose s'allume entre nous. C'est une sensation, même physique. En Espagne, on dit le petit ver de terre. Je ne sais pas si cela se dit ici. Et soudain, vous êtes intéressé. Et vous dites, je veux rencontrer cette personne. Il a quelque chose de spécial. Et puis vient la deuxième phase que 90% des gens sautent. C'est mettre la tête. L'intelligence. Cela peut durer. Cet état peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années. Mais cette tête, si on saute cette étape, on se trompera probablement en de nombreuses occasions. Et qu'est-ce que je veux dire par mettre la tête? Est-ce bon pour moi de tomber amoureuse de cette personne pour laquelle j'ai clairement des sentiments, mais dont je ne suis pas follement amoureuse? Nous n'avons pas pris assez de temps, nous venons de nous rencontrer. Est-ce que c'est bien pour moi de tomber amoureuse de cette personne? Il n'est pas séparé, il a 3 enfants, il est sur le point de se séparer. Est-il sûr qu'il se sépare à cause de moi? Comme me le disait récemment un médecin de mon hôpital, elle m'a appelé un jour, j'étais de garde. Elle m'a bipé. Et elle m'a dit, peux-tu venir aux urgences un moment? Eh bien, ça doit être quelque chose de très sérieux. 3 heures du matin. Et elle me dit, Marianne, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je suis tombée follement amoureuse. Waouh! À 3 heures du matin aujourd'hui. Et elle me dit, c'est un médecin. Il est génial. Elle commence à m'en parler et me dit qu'en plus, il est sur le point de se séparer. Et je lui ai dit, je ne m'impliquerai pas dans cette relation. Et elle m'a dit, Marianne, écoute, il est génial. Il m'a dit que grâce à moi, il va enfin pouvoir se séparer. Parce que cela fait longtemps qu'il ne sait pas s'il doit se séparer ou non. Mais grâce à moi, il va faire ce pas. Comment le vois-tu? Moi, je n'aime pas les enfants. Il y a des enfants. Si en plus, il n'est pas séparé, je ne m'engagerai pas dans cette relation. Marianne, tu es juste trop exigeante. 1 an plus tard, il ne s'est toujours pas séparé. Elle est dévastée et follement amoureuse. Elle n'a pas mis sa tête au moment adéquat. Tu dois mettre ta tête. Il est athée et je suis catholique. Et il me plaît énormément, mais je le convertirai. Oups, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une conversion exacte, ne vous aventurez pas.
Parce qu'ensuite, on est marié depuis 10 ans et on dit qu'on est sur le point de... mais on ne s'est toujours pas converti. Et il y a des questions où il faut que les idées soient claires. Il veut que j'aille vivre en Australie et je préfère rester au Chili. Eh bien, peut-être qu'il n'est pas la personne la mieux appropriée pour changer complètement de continent, n'est-ce pas? Eh bien, cela, il faut l'analyser, l'évaluer, enquêter, apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à se connaître avant de tomber follement amoureux pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Il faut apprendre à connaître l'autre personne et savoir comment elle est, quels sont ses goûts, ses passe-temps, sa famille, quel genre de famille elle a. On ne doit pas rejeter une personne à cause de l'autre famille, mais n'oubliez pas que l'un se marie dans la famille de l'autre. Et donc, il est super, mais il a une famille, il a une mère. Eh bien non, faites attention. N'ai-je pas vu des gens qui m'ont dit « Si je savais comment est ma belle-mère, je ne me serais pas marié. » Malgré qu'elle était merveilleuse, sa femme, non? Donc, comme le dit le docteur mon père, l'amour peut être aveugle quand il vient et très lucide quand il part. À ce moment-là, eh bien, ça n'a pas d'importance parce que c'est un sentiment. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Waouh! Quand les gens me disent ça, je dis « Où est la tête ?» Et puis, quand j'ai évalué, quand j'ai utilisé ma tête, mon intelligence, j'ai fait le pour et le contre. Je dis la vérité, cette personne me convient. Elle a mes valeurs. Elle correspond à mon projet de vie. On a plus ou moins le même style de vie. Prochaine étape, voyons si je tombe amoureux de cette personne. Il y a des personnes à qui cela arrive, qui disent soudain « C'est parfait, mais il n'y a pas d'étincelle. Je ne sais pas ce qui ne va pas. » On arrive donc à la deuxième étape, mais on a peine à passer à la troisième. C'est-à-dire qu'après cette analyse, on se dit « Bon, je vais essayer de tomber amoureux. » Et ça, ce que je vous dis, ça peut durer ou ça peut se passer en une nuit. En une nuit, vous le rencontrez, vous avez le coup de foudre, vous faites un examen exhaustif, vous faites une liste de conseils. Vous faites tout. Vous dites, c'est valable, ça me convient. Il ne m'a pas menti, il ne m'a pas trompé, je tombe amoureux au petit matin. Et le lendemain, je me dis que c'est bon. Mais généralement, cela dure un peu plus longtemps. Ou en tout cas, vous devez essayer que ça dure plus longtemps. Et essayer encore. Parfois, il y a des gens qui me disent « J'ai trouvé une personne formidable pour moi, mais je ne suis pas amoureux. » Et je dis « Avec le marché qui est si mauvais, peut-être que vous devriez encourager cette relation pour voir si vous tombez amoureux. Et peut-être que ça ne doit pas être un coup de foudre comme vous l'espériez. Il allait simplement y avoir un amour de sentiment et aussi d'intelligence, n'est-ce pas? Il existe différentes vitesses. Parfois, une femme rencontre un homme la nuit et dit « C'est avec lui que je vais me marier ». Et l'autre pense encore que le lendemain, il a un barbecue avec des amis. Et elle va avec une vitesse et l'autre est dépassée. C'est pourquoi je dis aux femmes « Non, même si le jour où elles ont rencontré leur mari, elles ont déjà vu qu'il allait être leur mari, qu'elles ne le disent pas parce que l'homme s'enfuit. » Et récemment, j'ai rencontré une fille, enfin une amie de quelques amis à moi, qui m'a dit qu'elle avait rencontré un type qui est un de mes amis proches. Je sais que c'est le gars que je vais épouser. Et j'ai dit, s'il vous plaît, ne lui dites pas. Il s'enfuira dans la direction opposée. Je pense que vous pouvez faire un bon couple, mais ne lui dites pas. Alors, ils commencent à sortir ensemble. Et il me dit, cette fille qui m'appelle, je ne sais pas. Ouais, elle me semble très intéressée. Je ne l'aime probablement pas. Je l'ai appelée et je lui ai dit d'arrêter de l'appeler, de ne pas lui écrire, pas lui répondre, de ne rien faire. Ils sortent déjà ensemble, non? Mais que la femme soit coquine, car l'homme est facilement dépassé. La quatrième étape, la volonté. En d'autres termes, nous partons d'un sentiment. Nous utilisons l'intelligence, nous revenons au sentiment et à la volonté. Comme l'a dit le docteur, le joyau de la couronne, la cerise sur le gâteau. Les sentiments sont un paysage intérieur fluctuant. On n'aime pas sa mère de la même façon tous les jours. On se réveille un jour en se disant que sa mère est géniale. Mais il y a des moments où l'on se dit « Oh, ma mère, qu'est-ce qu'elle est pénible. Je l'aime, mais aujourd'hui, il vaut mieux que je ne l'appelle plus. » Et cela ne signifie pas qu'on coupe la relation avec sa mère, qu'on ne parlera plus avec elle. On ne ressent pas la même chose pour ses enfants tous les jours. Tu les adores. Mais un jour, quand vous vous fâchez contre votre fils parce qu'il est espiègle, vous vous dites « Ah, ce fils-là, je le jetterai par la fenêtre un jour. » Mais tu l'aimes et tu ne jettes pas ta relation avec ton enfant par la fenêtre. Eh bien, dans les relations, tout ne peut pas être idyllique parce que les sentiments envers tout changent constamment. Un jour, on se réveille et on adore son travail. Et le lendemain, on ne le supporte plus. Un jour, on aime son patron et le lendemain, on ne le supporte plus. Et on ne quitte pas son emploi parce qu'un jour, on ne supporte plus son patron. Eh bien, la même chose se produit avec un partenaire, avec une relation, avec le mariage. Il y a des jours où on est content, il y a des jours où on ne l'est pas, mais cela ne veut pas dire que vous devez tout arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de se battre pour cette relation. On met la volonté. Aimer, c'est désirer. Aimer, c'est une décision que l'on prend. Je vais aimer cette personne pour toujours, même s'il y a de mauvais jours, même s'il y a des moments compliqués.
Pour cela, deux choses sont nécessaires sur le plan psychologique, psychiatrique. 1. Que la personne se laisse aimer. Qu'il ou elle soit entre guillemets aimable. Si une personne ne se laisse pas aimer, quels que soient les efforts qu'on fera, la relation ne pourra pas fonctionner. Et il y a des gens qui ne savent pas aimer ou qui ne savent pas se laisser aimer parce qu'ils sont un mur, parce qu'ils sont très froids ou parce que... C'est la deuxième chose. Il y a un problème psychologique, un trouble de la personnalité, une immaturité émotionnelle. C'est une personne qui ne sait pas comment s'engager, qui est facilement dépassée, obsessionnelle, maniaque. Et souvent, dans les couples, on observe que tout à coup, il commence à y avoir beaucoup de friction. Et nous voyons, par exemple, dans nos consultations, des personnes qui ont besoin qu'on leur donne des directives très spécifiques pour essayer d'aider cette relation à devenir une relation fluide. Alors, qu'est-ce que je recommande toujours aux gens à cet égard? Sachez ce que vous recherchez. J'ai une bonne amie à moi, une très bonne amie, qui au cours de l'année dernière a eu 6 gars qui l'ont charmée et dont elle est théoriquement tombée amoureuse. Et c'est une personne très sensée, géniale, que j'aime beaucoup. Il y a une semaine, je me suis assis avec elle à une table avec une feuille de papier et je lui ai dit les noms des 6. Philippe, Michel, Diego, Louis, etc. Je lui ai écrit les noms et les principales caractéristiques de ces 6 personnes. Je lui ai dit, ils ne se ressemblent en rien. Je pense que tu es vraiment perdu dans ce que tu cherches. Différents pays, différentes religions, des emplois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, des hobbies. Et je lui ai dit, il me semble que la seule chose que tu sais est que tu veux un petit ami. Mais tu n'as aucune idée de ce que tu veux. Donc, la première chose que je recommande est, que cherches-tu? Chaque fois que j'ai un patient célibataire dans mon bureau, ou une, je dis toujours, qu'est-ce que vous recherchez? En plus de cela, j'ai une liste de célibataires et j'essaie aussi de les présenter, j'en profite, n'est-ce pas? Et j'ai ma petite liste d'Excel mentale où chaque fois qu'il y a tel, je dis, celui-là va avec tel. Jusqu'à présent, je ne suis pas mauvaise dans ce domaine. J'en ai déjà fait 2 cette année et j'en suis très fier, non? Mais avant tout, savoir ce que l'on cherche. Non pas parce que je veux le savoir, c'est bien que je le sache, mais parce qu'il me dit, la vérité est que je ne sais pas ce que je cherche. C'est très difficile de ne pas savoir ce que l'on cherche, de ne pas savoir ce que l'on veut chez une autre personne. Voulez-vous une personne religieuse? Voulez-vous une personne avec des valeurs? Voulez-vous une personne comme celle dont je vous ai parlé dans la précédente conférence? Cette fille mannequin qui a passé une annonce en disant « Je cherche un multimillionnaire, je suis belle et superbe ». Je suppose qu'il l'a lu et qu'il lui a répondu « En tant que milliardaire, homme d'affaires et économiste, vous êtes une valeur qui va baisser au fil des ans et moi la mienne va augmenter au fil des ans parce que je vais gagner plus d'argent. Donc mon pacte est que je vous louerai pour les années où vous valez la peine et ensuite je vous laisserai. D'accord ? Il y a une chose qui est claire. Logiquement, je suis totalement contre. Mais tous deux sont clairs sur ce qu'ils cherchent. Alors, que recherchons-nous? Je cherche un gars avec de l'argent, donc je vais à la porte d'une banque. Je cherche un homme religieux, peut-être que je dois aller à la porte d'une église, ou peut-être que je devrais y entrer. Si je cherche un universitaire, un enseignant ou une personne issue d'un certain type d'environnement, un sportif, savoir que cherchons-nous? Caractéristiques intérieures et extérieures. Apprenez à vos enfants à être sélectifs. Quand les gens me demandent, pensez-vous qu'il y a l'homme de votre vie ou la femme de votre vie? Je dis toujours, tout dépend de votre degré d'exigence. Pour une personne dont tout est bon, il n'y a pas un homme de votre vie, mais des centaines d'hommes de votre vie. Pour une personne exigeante, il y a une personne avec laquelle elle va correspondre à 100%. Il y aura 20 à 30 personnes avec laquelle elle va correspondre à 90%, et petit à petit, comme un triangle. Tout dépend de votre degré d'exigence. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et qu'on commence à se sentir dépassé, parce que le riz est en train de tourner, comme on dit en Espagne. Je ne sais pas si cela se dit de la même façon ici. On sent que le temps passe et qu'on arrive à la barrière des 30 ans, après la barrière des 35 ans. Et soudainement, on commence à baisser les exigences. Et puis, tout à coup, commencent à entrer les séparés, les divorcés, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont mariés et sont sur le point de se séparer. Et alors, ceux qui n'auraient jamais dû entrer commencent à entrer. Parce qu'on se dit déjà qu'il est temps de baisser la barre, sinon je resterai célibataire. Waouh, peut-être que c'est beaucoup mieux. Par les temps qui courent, combien de personnes essaient de se marier à la dernière minute, au pénalty final, à 35, 36, 37, 38 ans, avec le premier venu? Et soudain, 4 ans plus tard, on ne se connaissait pas très bien, il était très maniaque et je ne me suis pas laissé faire. Donc, et on souffre beaucoup à ce moment-là. Ainsi, lorsqu'une personne a eu les idées claires sur ce qu'elle cherche et qu'elle n'a rien trouvé, ne pas se laisser abattre. Il y a 3 ou 4 mois, j'étais au Mexique à une conférence pour les filles dans une école. Environ 1 millier de filles,
entre 14 et 16 ans sur le thème « Comment tomber amoureux à cet âge et ne pas mourir dans l'essai ». Eh bien, une trentaine de filles m'ont écrit pour me demander « Nous ne trouvons personne qui corresponde à nos valeurs et nous allons rester célibataires. » À 15 ans, waouh! J'ai dit « Ne vous laissez pas déborder par les événements. À 40 ans, nous pouvons être un peu dépassés, mais à 15. Et si je reste célibataire pour le reste de ma vie parce que je ne trouve rien? Et puis, il est trop tôt pour se laisser déborder, n'est-ce pas? Troisième recommandation que je donnerais, évitez les tests. Ce n'est pas une question de « comment puis-je essayer celui-là ?» Parce que si je ne l'essaie pas ou parce que si je l'essaie, peut-être que ça va venir. Moi, je ne l'aime pas, mais c'est un bon moment parce que c'est une expérience et peut-être que plus tard, l'amour va surgir. Quel est le problème d'essayer? On s'attache. Et il est très difficile de rompre une relation quand il y a de l'affection. Pas l'amour, mais l'affection. J'ai une amie qui, lorsqu'elle était avec un gars, m'a dit « Je ne suis pas amoureuse, mais comment puis-je rompre maintenant? Alors, comment vais-je rompre avec lui si j'aime tellement sa famille, s'il me traite si bien quand je vais manger chez eux et maintenant je vais faire de la peine à sa mère ?» Et ainsi nous continuons. Je n'ai pas été amoureuse depuis que ça a commencé, mais il y a tant d'affection que je suis incapable de couper. C'est pourquoi je dis souvent d'être prudent avec le sujet des tests. Que plus tard, dans chaque rupture, il y a de la douleur, beaucoup de pleurs, beaucoup de Kleenex, beaucoup de tristesse. Faites attention à cela. 4. Travailler la volonté en tout. C'est-à-dire, quand on commence, dès les premiers instants, les petits détails. C'est-à-dire vouloir constamment faire plaisir à l'autre. Se dire, que puis-je faire pour le rendre heureux? J'expliquais précédemment que l'une des questions les plus importantes pour qu'une relation fonctionne est de savoir comment est l'autre personne. Et quand je dis l'autre personne, je me réfère à ceci. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Je donne un exemple très drôle. En Espagne, il y a un monologue appelé « L'homme des cavernes ». Il a été expliqué auparavant. Il n'est pas arrivé au Chili, d'après ce qu'on m'a dit. Dans lequel il y a un homme qui fait un monologue. Il explique comment étaient l'homme et la femme des cavernes. Il leur disait que l'homme préhistorique ne faisait qu'une seule chose, il allait à la chasse. L'homme du 21e siècle ne fait qu'une chose, aller à la chasse. La femme de la préhistoire allait cueillir des fleurs, des informations sur le vent, la pluie. La femme du 21e siècle va chercher toutes sortes d'informations où elle veut. En d'autres termes, les hommes et les femmes sont différents. L'homme a besoin de se sentir valorisé dans une relation. La femme a besoin de se sentir aimée. L'homme a besoin de se sentir utile. La femme complètement aimée. L'homme, quand il se sent mal, s'isole. Il a besoin de sa solitude, de ses minutes pour réfléchir à ce qui s'est passé. La femme, quand elle se sent mal, a besoin de parler. Les hommes, lorsqu'ils voient que la femme ne va pas bien, ils la laissent souvent seule pour qu'elle pense comme il le ferait. Et la femme pense que l'homme ne l'aime plus. Et donc, il se produit un énorme problème de communication. Et parfois, il suffit de dire à l'homme « Laisse-la parler. Ça n'a pas d'importance. Vous écoutez pendant 7 heures si nécessaire. » Puis, la femme se sent comprise. Et l'homme, si on lui demande 14 fois « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il ne veut pas dire, parce qu'il ne sait pas. Les hommes et les femmes sont différents. Et vous devez l'accepter et apprendre à vous connaître. J'ai toujours pensé que, si ça ne marchait pas en psychiatrie, je créerais, comme on dit en Espagne, un chiringuito, un mini-bar pour enseigner cela aux hommes et aux femmes, pour que les couples fonctionnent mieux. Comme 5e thème, je parlerai de la sexualité. Il me semble qu'il s'agit d'une question très importante. La sexualité est aujourd'hui banalisée, et plus encore dans les relations des jeunes, partout. Il semble incroyable que toute publicité, pour quoi que ce soit, voiture, parfum, fleuriste, jardinage, peu importe, doivent avoir un contenu sensuel ou sexuel. Sinon, cela semble ne pas valoir la peine, n'est-ce pas? C'est un sujet qui me semble toujours important. Et encore plus après toute mon expérience au Cambodge. Un des jours où j'étais dans un des bordels. Bon, quand j'arrivais au bordel, je payais pour la chambre que j'avais, une des chambres. Je payais le prix et je payais pour toutes les jeunes filles. Je vais vous raconter une anecdote dans laquelle il y avait 15 filles assises. Elles étaient maquillées, prêtes pour les clients. Et en face d'elles, il y avait toujours le proxénète, souteneur de la maison close, et la maquerelle, qui est comme la responsable des filles. Et ce jour-là, j'étais accompagné de 2 personnes, en guillemets infirmiers. C'étaient des gardes du corps, parce que, bien sûr,
vous pouvez le comprendre. J'étais seul dans ces endroits et puis, bon, j'avais appris un peu le khmer, qui est la langue de là-bas, mais j'avais une traductrice avec moi. Et puis, tout d'un coup, je parlais à une fille seule. Et je lui ai demandé, « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» Elle m'a répondu, « Depuis que j'ai 10 ans. » Et j'ai dit, « Comment vous sentez-vous » Elle dit, « Parfois, j'envie la chance que vous, les femmes des pays riches, avez de pouvoir choisir avec qui vous avez votre première relation sexuelle. Parce que j'ai vu 500 ou 1000 clients passer par ici. Mais celui dont je rêve chaque nuit et qui m'a le plus marqué, c'est le premier. » Cela m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, notamment aux États-Unis, le premier rapport sexuel est banalisé. Il faut perdre la virginité maintenant parce que c'est quelque chose qui doit être perdu le plus vite possible. Une étude a été publiée dans les universités américaines, selon laquelle le sexe est devenu une chose tellement jetable dans les universités et tout le monde en profite tout le temps que les gens deviennent déprimés. Et donc, parce que les Américains sont comme ça et qu'ils passent d'un radicalisme à l'autre avec une telle facilité, un mouvement commence maintenant à être lancé aux États-Unis. Et c'est ne pas entretenir de relations et apprendre à attendre. Parce qu'on a vu que les gens et les jeunes ont tellement de relations sporadiques sans engagement qu'en faisant des études, je ne sais pas si c'est sur 20 000 étudiants, il y a un sentiment de vide, des idées suicidaires, de la tristesse. En d'autres termes, la dignité de l'être humain dans la sphère sexuelle a été perdue. Il est devenu un objet de plaisir complet et il est devenu vide. Je lisais l'autre jour que la dame, une scientifique qui a publié cette étude, a dit « Je recommande le contraire, que les gens commencent à s'aimer et à s'estimer, que cet amour jetable n'est pas viable. On ne peut pas avoir ou chercher une relation sexuelle dans ses partenaires sporadiques. » Une de mes patientes me disait, il y a environ 2 ans, une très jolie fille est venue en consultation. Elle m'a dit, je suis ici parce que je viens de sortir de l'hôpital pour une pancréatite. Et mon gastro-entérologue m'a dit que mon problème est psychiatrique, que j'ai une pancréatite à cause d'un problème psychiatrique. Je me dis, voyons de quoi il s'agit. Et je commence à prendre l'historique du patient. Et elle me dit qu'à chaque fois qu'elle a un petit ami, elle dit au gars, quand elle commence à sortir avec un gars, elle dit, je ne veux pas d'engagement. Ne t'inquiète pas, tu m'as pour tout ce que tu veux. Si tu veux qu'on ait des relations, on les a. Si tu veux telle ou telle chose, je ne veux pas que tu te sentes embêté. Juste ce que tu veux, quand tu veux. Et puis, le gars, après avoir couché avec elle, l'amène dîner un jour, et ainsi de suite. Eh bien, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il la quitte, et puis elle est déprimée. Et elle a une pancréatite. Elle finit à l'hôpital. Et on passe à la pancréatite. Et là, elle me dit, je pense que je dois changer ma façon de traiter les garçons. Mais qu'est-ce que je fais mal? Je leur dis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Alors, à partir de maintenant, tant que vous êtes ma patiente, vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles sans mon consentement. Et elle me dit, alors je n'aurai plus de petite amie? Je dis, eh bien nous verrons. Elle est parmi celles que j'ai mises comme célibataire dans mon Excel mental. C'est une parmi lesquelles j'ai maintenant en couple avec un homme. Mais ensuite, je commence à lui expliquer pourquoi. Et elle me dit, mais Marianne, ce que tu me dis change toute la vision que j'ai de la femme. Je veux dire, tous mes amis, tout le monde. Si tu ne leur dis pas qu'il soit un garçon la même nuit, ils pensent déjà que tu es une fille étrange. Je lui ai dit, peut-être que c'est une fille qui s'estime, une personne qui a une autre opinion d'elle-même. Je recommande donc à tout le monde de savoir attendre. Savoir attendre le moment, la personne, pour éviter les gros regrets. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé, dans l'une des questions du colloque, que disent ces gens qui se sentent tellement coupables quand ils rompent une relation, quand on leur demande en consultation, en s'asseyant avec une feuille de papier et en entrant dans la salle des machines de l'autre personne et qu'on leur dit pourquoi on se sent si mal par rapport à ce premier ami, cette première petite amie. Ils disent, je lui ai donné quelque chose que je n'aurais pas dû, je me suis précipité, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire et tout ça ressort. Ce qui se passe, c'est que la société dans laquelle nous vivons, qui est la société de la précipitation, tout cela est posé pour que nous ne réfléchissions pas, n'est-ce pas? Et puis, l'important, c'est de continuer. Et si on vous plaque, allez à Cuba, parce qu'il y a des Cubains magnifiques et des Cubaines. Il est donc très important que chacun ait une sexualité saine, bien ordonnée dans sa tête, et qu'il sache jusqu'où il veut aller. Pourquoi veux-tu y aller? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien ou mal? De nos jours, nous constatons que le pourcentage de personnes ayant subi des abus sexuels dans leur enfance est très élevé. L'année dernière, je travaillais à Londres dans un hôpital. J'ai vu beaucoup de patients.
C'est un sujet sur lequel, après quelques consultations, je pose la question quand je vois qu'il y a des choses étranges. Et on m'a dit qu'officiellement, en Angleterre, 20% des gens ont été abusés dans leur enfance. Et c'est un pourcentage reconnu de 20%, qui, je suppose, est beaucoup plus élevé, n'est-ce pas? Eh bien, à cause de cela, cet abus ressort toujours tout au long de la vie, sous forme de dépression, sous forme de... Il y a des études qui expliquent que même l'hypertension, le diabète, les dépressions récurrentes, les maladies de toutes sortes, les gens qui deviennent aigris, qui ont des problèmes. Et je vais vous raconter une dernière anecdote pour que vous puissiez poser des questions plus tard. Il y a quelques mois, une patiente qui travaille dans un ministère a commencé à venir en consultation. Tout va très bien pour elle. Elle a un mari, ils ont 2 enfants de leur mariage et 2 enfants adoptés. Et il arrive. Il a beaucoup d'anxiété. Puis, il la ramène. Et on commence à la questionner. Et elle commence à admettre qu'elle se lave les mains 30 fois par jour, qu'elle nettoie les draps et les lave encore et encore. Et que si la femme de ménage qui travaille dans la maison touche les vêtements du plus jeune enfant, elle les remet dans la machine à laver, qu'elle doit tout vérifier 1000 fois. Ce que nous appelons en psychiatrie un trouble obsessionnel compulsif. Et je lui explique qu'elle a un trouble obsessionnel compulsif. Et c'est très difficile pour elle de l'accepter. Elle dit que ce qui est normal, c'est de se laver les mains 30 fois par jour, que cela n'est pas un problème, et que le gaz et je ne sais quoi, et elle ne veut pas l'admettre. À un moment donné, je commence à demander et je dis, « Alors, explique-moi comment était ton enfance. » Et elle me dit que quand elle avait 15-16 ans, elle avait un petit ami. Il voulait avoir des relations, et elle ne savait pas si oui ou non. Elle n'était pas sûre. Il l'a convaincue. Elle n'a jamais été à l'aise avec les premières relations sexuelles avec ce type. Et que depuis ce jour, elle se sent tellement sale qu'elle doit se doucher au moins 5 fois par jour. Nous avons découvert, avec une histoire entière, que tout commence là. Elle a maintenant un TOC bien implanté, un trouble obsessionnel compulsif très avéré. Mais tout a commencé à cause d'un petit ami dont elle n'était pas sûre. Et à partir de ce moment-là, elle se douche tous les jours. Avec des médicaments, les comportements s'améliorent beaucoup. Mais l'origine se situe sans qu'elle ne s'en doute à l'âge de 15-16 ans. De ce fait, la sexualité est donc une question très importante qui ne doit pas être laissée de côté. Eh bien, pour finir, afin que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez, car c'est le dernier jour que le docteur est ici, choisissez judicieusement. Ayez les idées claires, mais soyez très prudents. L'attraction est parfois si forte que rien ne peut l'arrêter. Alors, éduquez-vous à cette intelligence et cette volonté. Il faut savoir éduquer la vue, l'attraction, les pulsions. Parce que si on n'apprend pas à l'éduquer dès le plus jeune âge, quand on est marié depuis 20 ans et qu'apparaît cette merveilleuse secrétaire qui apparaît toujours soudainement quand on est en crise conjugale, il faut savoir contrôler ses pulsions. Et enfin, je voudrais dire qu'au fond de chaque personne se trouvent des trésors cachés que seul l'amour peut révéler. Il est donc important de donner à cet amour une grande opportunité. Merci beaucoup.